Comment bien nourrir un nourrisson pour éviter qu'il développe des allergies alimentaires ou encore qu'il souffre d'obésité? Au cours des 30 dernières années, les recommandations ont évolué. Quelles sont les bonnes habitudes à inculquer aux parents? Monsieur le Président, c'est ce que la première oratrice va nous expliquer. C'est un grand plaisir d'introduire le professeur François Smet, qui est chef de clinique dans le service de gastroentérologie et hépatologie pédiatrique des cliniques universitaires Saint-Luc. Elle est également professeure ordinaire clinique à l'Université catholique de Louvain et doyenne de la faculté de médecine et médecine dentaire. Diplômée en médecine à l'UC Louvain en 1998, elle y défend sa thèse de doctorat en 2002 et ensuite elle réalise une année de postdoctorat à Northwestern University à Chicago. Elle obtient l'agrément en pédiatrie en 2004. Elle intègre le service du professeur Sokal. Son expertise clinique et scientifique est reconnue tant pour la transplantation hépatique et de cellules hépatiques que pour les maladies gastro-entérologiques dysimmunitaires comme allergies, maladies cœliaques, maladies inflammatoires. Ce sont des domaines également prépondérants dans ses activités de recherche. Elle est membre des bureaux de la Société belge de pédiatrie et de la Belgian Pediatric Society of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Elle est aussi vice-présidente du Conseil national de transplantation et présidente du conseil d'administration du centre de santé de l'UC Louvain. Elle est auteure et co-auteure de plus de 100 publications ou chapitres de livres. Alors, je vous remercie et nous attendons avec impatience votre lecture. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers membres du Bureau, chers collègues, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de cette invitation et c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour revenir avec vous à des choses très basiques. Je ne vais pas partir très haut dans la science, ça va être rien de très compliqué, c'est vraiment la base de la base, mais parfois la base est très importante et on ne doit jamais l'oublier. Et donc dans les minutes qui suivent, je vais parler avec vous de 3 maladies particulières qui sont malheureusement fréquentes et en augmentation. La première sera l'obésité. Selon les derniers chiffres publiés par Sciensano qui datent de 2018, plus de 50% des Belges adultes sont maintenant en surpoids ou obèses et environ 20% de nos adolescents le sont déjà. C'est la maladie du 21e siècle. Il faut qu'on agisse à ce niveau-là. Et je vais vous faire passer un message un peu original qu'on connaît moins par rapport à la prévention de l'obésité. Ensuite, l'allergie alimentaire. Les allergies sont fréquentes chez les enfants. 4 à 10% des enfants vont souffrir d'une allergie alimentaire. Elles sont en augmentation. On a plus de réactions sévères, plus de chocs anaphylactiques. Et comme vous le savez, c'est le début d'entrée dans la marche atopique et donc un risque plus élevé par la suite de devenir asthmatique ou de développer une rhinite allergique, voire des réactions sévères. Finalement, la maladie cœliaque, au minimum 1% de la population est probablement cœliaque, mais une grande partie d'entre eux l'ignorent. Et comme le sans gluten est très à la mode, nos patients pédiatriques cœliaques sont parfois mal conseillés par les gens qui les entourent. Et à ce niveau-là, on a aussi quelques nouveautés par rapport à la prévention. Je commence par l'obésité. Donc, il faut savoir que les nutriments clés sont nécessaires en grande quantité chez le nourrisson, en besoin relatif par kilo de poids par rapport à l'adulte. Mais ceux qui sont relativement proches des besoins des adultes sont les protéines. Par contre, vous voyez qu'on a besoin d'environ 7 fois plus de vitamine D, presque 3 fois plus de calories. Les protéines, les besoins en protéines se rapprochent entre l'enfant et l'adulte. Dans une étude nationale belge de notre collègue Eusentreut de la VUB, l'apport calorique en moyenne est 15% trop élevé chez les nourrissons de 6 mois à 3 ans, quel que soit le groupe d'âge, 6 à 12, 13 à 24 ou 25 à 36 mois, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Il y a donc un excès calorique, mais le plus grand excès qui est retrouvé dans cette étude est l'excès de protéines, où on voit que dans tous les groupes d'âge, les enfants sont en excès. Dans cette étude, tous les nourrissons avaient un excès de protéines par rapport aux apports recommandés. Et en moyenne, cet excès variait de 200 à 300% par rapport à l'apport recommandé.
Que trouve-t-on dans la littérature à ce sujet? Mais depuis les années 2000, il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits qui tendent à confirmer qu'un apport élevé de protéines dans les 2 premières années de vie va prédisposer notamment au surpoids et à l'obésité, également à l'hypertension. Ainsi, des moments clés semblent être le moment aux alentours d'1 an et voire jusque 5-6 ans où un apport élevé en protéines totales et animales, mais pas en protéines végétales, a été associé à la masse grasse ultérieure. Un apport régulièrement élevé en protéines entre 12 et 24 mois, c'est-à-dire qu'elle représentait 14 à 15% de l'apport total en calories par rapport aux 11-12% qui sont recommandés, était indépendamment associé à l'âge de 7 ans, avec un risque 2 fois plus élevé d'avoir un BMI trop élevé et avec la masse grasse de l'enfant. Donc plusieurs études semblent lier l'apport en protéines dans le tout jeune âge avec le risque de surpoids et d'obésité ultérieurement. Une de ces études par rapport au rôle du type de lait reçu dans la petite enfance confirme ceci. Dans cette étude allemande, vous avez ici en dessous les enfants qui naissent avec un BMI au 50e percentile, qui naissent avec un BMI au 90e percentile, qui naissent avec un BMI au 95e percentile. Autant chez les enfants qui naissent avec un BMI strictement normal, qu'ils soient allaités en gris ou nourris avec un lait adapté pour nourrissons, pauvres en protéines, les petits carrés noirs, ou riches en protéines, les petits triangles noirs, l'évolution du BMI reste normale. C'est-à-dire qu'il va diminuer jusqu'à l'âge de 6 ans et seulement par la suite va commencer à réaugmenter. Par contre, on voit que chez les nourrissons qui naissent avec un BMI déjà élevé, le fait de recevoir un lait pour nourrissons trop riche en protéines par rapport aux apports recommandés va aggraver ce risque de surpoids et ils vont avoir ce qu'on appelle un rebond d'adiposité précoce qui est un des grands facteurs de risque de rester en surpoids ou obèse ultérieurement. Donc mon premier message très simple, flash news, c'est que pour l'obésité, on pense souvent qu'il ne faut pas manger trop riche, qu'il ne faut pas manger trop de sucre, trop de graisse. Chez le nourrisson, il faut surtout être attentif aux protéines parce que c'est ce qui est le plus anormal le plus souvent et que ça peut mener à un risque d'obésité, notamment chez les enfants qui ont d'autres facteurs de risque. Et le lait maternel est là une des meilleures préventions qu'on peut proposer. Le lait maternel étant particulièrement pauvre en protéines, mais avec des protéines de très haute valeur nutritionnelle. Alors l'allergie alimentaire, ben oui, on peut conseiller à ce petit karatéka d'essayer de booster ses lymphocytes T régulateurs, mais ça n'est pas si facile que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'empêcher l'apparition d'une allergie alimentaire et de favoriser l'apparition d'une tolérance? On s'est rendu compte depuis le début des années 2010, notamment sur toute une série de rapports, qu'on a beaucoup trop évité. On n'a pas de prévention de l'allergie alimentaire en postposant les aliments allergisants chez les nourrissons, comme on a essayé de le faire pendant tout un temps. Et on a plutôt un effet protecteur d'une introduction précoce, que ce soit chez l'enfant qui n'est pas encore allergique ou chez l'enfant qui est déjà allergique. Et ça a été confirmé à partir des années 2015 par une série d'études avec une très bonne méthodologie prospective, randomisée versus placebo. La première d'entre elles étant l'étude LEAP, qui s'est intéressée principalement à l'allergie à l'arachide. Pourquoi l'allergie à l'arachide? C'est une des allergies qui, si elle apparaît dans l'enfance, a beaucoup de risques de persister, alors que l'allergie au lait ou aux œufs va le plus souvent disparaître. C'est aussi une des allergies qui est le plus souvent associée au choc anaphylactique, et donc c'est une allergie qui est particulièrement intéressant d'éviter. 640 nourrissons en Angleterre ont été inclus entre l'âge de 4 et 11 mois, étant déjà à haut risque de développer une allergie à l'arachide, puisqu'ils avaient soit de l'eczéma sévère, soit déjà un diagnostic d'allergie aux œufs. Ils ont été randomisés pour soit recevoir, soit éviter l'arachide jusqu'à 5 ans, les recommandations habituelles en Angleterre étant de ne pas consommer d'arachide avant l'âge de 5 ans. Ceux qui devaient en consommer devaient avoir au moins 6 grammes d'arachide par semaine sous forme de snack soufflé, dans minimum 3 repas par semaine. L'adhérence était suivie par des questionnaires alimentaires et pour 66% des nourrissons, on est allé prélever de la poussière dans leur lit pour voir s'ils s'y trouvaient des protéines d'arachide.
Alors, ce qu'on voit, c'est que ceux qui étaient dans le groupe « vous devez en manger » n'ont pas toujours bien suivi le protocole. Donc, parfois, n'en ont pas mangé ou en ont mangé trop peu. Donc, si on regarde la population de l'étude après 5 ans dans son ensemble, qu'ils aient suivi le protocole ou pas, on voit qu'il y a une différence significative et qu'en bleu clair, le groupe qui a consommé développe nettement moins d'allergie à l'arachide que le groupe qui l'a évité en bleu plus foncé, que ce soit chez les enfants qui avaient un test cutané négatif pour l'arachide au moment d'entrer dans l'étude, ou chez les enfants qui avaient un test cutané positif pour l'arachide en rentrant dans l'étude, et aussi si on met tous ces enfants ensemble. De manière encore plus intéressante, si on ne prend que les enfants qui ont suivi parfaitement le protocole, il n'y a virtuellement pas d'apparition d'allergie à l'arachide chez les enfants qui en ont consommé régulièrement, ni dans le groupe test cutané négatif, ni dans le groupe test cutané positif. Après ces 5 premières années, ils ont demandé à l'ensemble des nourrissons de réarrêter, ce ne sont plus des nourrissons à 5 ans, mais donc de ne plus consommer pendant 1 an, et puis de reconsommer 1 an après. Et ce qu'on voit, c'est que dans les colonnes plus foncées, il y a très peu de différence entre les enfants qui sont allergiques à 5 ans et ceux qui sont toujours ou nouvellement allergiques à 6 ans. Par contre, dans le groupe où on avait bien évité les allergies en consommant régulièrement de la cacahuète, on voit notamment dans le groupe des enfants qui ont un test cutané positif au départ qu'il y a un peu plus d'allergies qui apparaissent suite à avoir arrêté d'en consommer pendant 1 année. Et ça, c'est un deuxième message qu'on a appris et qui est très important, c'est qu'une fois qu'on commence, il ne faut plus arrêter. Parce que si on arrête, on perd la tolérance. Et notamment, on sait que les lymphocytes régulateurs du petit intestin travaillent différemment que ceux du côlon et effectivement ont besoin d'être restimulés régulièrement pour garder cette tolérance. Ce qu'on a aussi vu à 6 ans et qui est assez intéressant, c'est qu'en évitant l'apparition d'une allergie à la cacahuète, les enfants sont allergiques à la cacahuète ici dans la barre bleue moyenne, et dans la barre claire, ils sont à la fois allergiques à la cacahuète et aux œufs. Eh bien, en évitant l'apparition d'une allergie à la cacahuète, on les protège contre l'asthme à l'âge de 6 ans. C'est un peu moins marqué par rapport à la rhinoconjonctivite allergique, mais il y a quand même une tendance au fait que les enfants qui n'ont pas d'allergie à la cacahuète soient moins souvent atteints d'une rhinoconjonctivite à l'âge de 6 ans. Donc il est possible aussi que de cette manière-là, on prévienne l'entrée dans la marche atopique. Alors qu'en est-il des autres aliments? Ici l'étude HEAT, un peu plus de 1300 bébés exclusivement allaités, inclus à un âge médian de 3,4 mois, randomisés pour introduire précocement 6 aliments allergisants en commençant par le lait, puis l'œuf cuit, l'arachide, le poisson, le sésame et le blé, et garder l'allaitement exclusif jusque 6 mois. Alors de nouveau, vous voyez que l'adhésion au protocole est très mauvaise. Donc dans ceux qui auraient dû consommer précocement, sur les 652 bébés, il n'y en a que 208 qui ont vraiment bien suivi le protocole, parce que c'était un protocole assez astreignant, il fallait en manger régulièrement, des quantités précises, et parce que aussi certains parents avaient parfois peur d'introduire certaines choses précocement. Donc si on regarde dans l'ensemble du groupe, il y a une tendance à faire moins d'allergies, que ce soit à un ou plusieurs aliments, que ce soit à la cacahuète ou à l'œuf, mais qui n'est pas significative dans le groupe complet, mais qui le devient si on regarde uniquement les enfants qui ont correctement suivi le protocole, que ce soit pour n'importe quelle allergie alimentaire. La cacahuète, c'est le plus efficace, c'est vraiment là où on peut avoir le plus grand impact. Et l'œuf, il y a une différence significative aussi. Il y a nettement moins d'allergies chez les enfants qui en ont consommé précocement. Qu'en est-il du lait? Il y a une étude assez récente japonaise de 2020 qui a essayé de faire la même chose avec le lait chez des très jeunes bébés, donc des bébés inclus dès l'âge de 5 jours, qui pendant le premier mois étaient allaités mais ont parfois reçu des compléments de lait maternisé. Et puis ils ont eu un test de provocation à 1 mois et ils ont été inclus soit pour consommer
au moins 10 millilitres de lait adapté aux nourrissons par jour, en plus du lait maternel, ou bien, s'il y avait besoin d'un autre lait que le lait maternel, c'était du soja dans le groupe contrôle, jusqu'à l'âge de 3 mois. Ensuite, ils étaient de nouveau allaités et pouvaient consommer ce qu'ils souhaitaient, et on faisait un test de provocation à 6 mois pour voir les allergiques et les non-allergiques. Ce qu'on voit, c'est que dans le groupe qui en a consommé, il y a nettement moins d'allergies que dans l'autre groupe. Ce qui nous gêne dans cette étude, c'est qu'il y a eu un test de provocation à l'âge d'1 mois, et puis l'enfant n'en a plus consommé. Et on sait maintenant qu'il faut vraiment éviter de faire ça. Et donc on se demande si on n'a pas artificiellement augmenté le risque de devenir allergique dans le groupe qui l'a évité, puisqu'ils en avaient reçu, et puis ils n'ont plus été exposés. L'intérêt d'une introduction précoce a été confirmé chez nos patients greffés. On a eu un mémorand qui a travaillé dessus et on voit qu'on a suivi presque 150 nouveaux nourrissons, puisqu'ils sont le plus souvent greffés aux alentours de l'âge d'1 an. Ceux qui ne buvaient que du lait, ils sont très malades, ils sont souvent nourris par sonde, ils ne reçoivent souvent que du lait, avaient beaucoup plus de risques de développer une allergie alimentaire après la greffe, et on sait que c'est une complication malheureusement assez fréquente après la greffe, que ceux qui avaient déjà commencé à manger partiellement autre chose que du lait, mais la différence n'est pas ici significative. Par contre, ceux qui avaient un régime déjà bien diversifié avaient nettement moins de risques de devenir allergiques après la greffe. Donc, pour les allergies, deuxième flash news, l'allergie, il est inutile de postposer pour éviter de voir apparaître une allergie. Par contre, une introduction précoce dès 4 mois est probablement protectrice. Un message très important est que si on commence, on n'arrête plus. Donc pour nous pédiatres, en maternité, si une maman désire allaiter de manière exclusive, il faut vraiment essayer de tout faire pour éviter de donner des compléments si l'allaitement ne se met pas correctement en place. Et si jamais il faut donner un complément, il y a maintenant des recommandations pour donner un hydrolysa poussé, voire un mélange d'acides aminés pour éviter d'exposer l'enfant aux protéines du lait 1 à 2 fois, et puis de ne plus le faire pendant plusieurs mois, et tout à coup de le réexposer potentiellement à un mauvais moment. Et le lait maternel reste toujours ce qu'il y a de mieux, certainement. Finalement, un petit mot sur la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est très à la mode. Vous voyez que les livres de notre enfance, je ne sais pas si vous avez lu le Club des 5, moi j'ai beaucoup lu le Club des 5 quand j'étais jeune, et bien maintenant le Club des 5 arrête le gluten. Donc c'est quelque chose qui fait un peu peur parce que beaucoup de personnes mangent sans gluten, et notamment beaucoup de personnes le font pour un côlon irritable ou parce qu'elles jugent que c'est plus sain de manger sans gluten. Mais elles peuvent mal conseiller nos patients pédiatriques qui, s'ils sont cœliaques, eux doivent vraiment, pour leur santé, manger strictement sans gluten. Il y a eu, au début des années 2000, plusieurs études rétrospectives qui ont laissé entendre que introduire plus tôt le gluten, et si possible quand l'enfant était encore allaité, serait potentiellement protecteur. Mais ces études n'ont pas été confirmées dans des études prospectives randomisées. Ceci, c'est une grande cohorte européenne, presque 1000 nourrissons à risque, un antécédent familial de maladie cœliaque ou les HLA de susceptibilité de développer cette maladie, randomisés pour recevoir entre 4 et 6 mois 100 mg de gluten par jour ou du placebo. On regarde à 3 ans s'ils sont devenus cœliaques. 80 enfants sont devenus cœliaques relativement tardivement dans cette étude. 5,9% dans le groupe gluten et 4,5% dans le groupe placebo. Il n'y a pas de différence significative. Il n'y a pas de différence significative non plus par rapport aux auto-anticorps qui sont les marqueurs de cette maladie et pas d'effet de l'allaitement. En parallèle, une cohorte italienne prospective randomisée également, aussi des enfants à risque, randomisés pour recevoir le gluten à 6 mois ou à 1 an. À 2 ans, il y a plus d'auto-immunité et plus de maladies cœliaques chez les enfants qui en ont consommé précocement, mais à 5 ans, ces différences disparaissent complètement. Et dans cette étude, on montre aussi qu'il n'y a pas d'effet du lait maternel. Et donc, la manière dont on avait espéré pouvoir éventuellement prévenir la maladie cœliaque en introduisant précocement le gluten, notamment lorsque la maman allait encore, n'a pas été confirmée.
Ce que des études plus récentes nous font suspecter, c'est que ce n'est pas spécialement le moment où on l'introduit, mais peut-être la quantité. La cohorte TEDI est une cohorte européenne et américaine qui a été au départ designée par rapport aux facteurs de risque de développer un diabète, mais dans lequel ils ont aussi regardé les données par rapport à la cœliaquie chez 6600 enfants à 3 ans par rapport à une quantité de gluten de référence. Il voit qu'à la fois le risque de développer des auto-anticorps et de devenir cœliaque est légèrement augmenté chez les patients qui en mangent plus, chez les enfants qui en mangent plus, et ce risque augmente d'une manière dose dépendante par gramme par jour de gluten en plus par rapport à cette référence. Dans la poursuite de l'étude Prevent-CD dont je viens de vous parler, 239 nourrissons ont également été regardés pour ça. On voit qu'à 4 mois, au moment d'introduire le gluten notamment, ils ont déjà un profil de cytokine inflammatoire particulière. Donc peut-être qu'on pourrait vraiment détecter les enfants qui sont les plus à risque et chez qui il vaudrait peut-être mieux attendre que ce profil s'améliore avant d'introduire le gluten. Mais là aussi, la quantité de gluten la 2e année est corrélée aux cytokines inflammatoires à 3 ans. Plus de gluten est consommé la 2e année dans le groupe qui devient cœliaque, mais ils ont aussi d'autres différences. Ils mangent plus de biscuits et de jus, moins de lait, moins de légumes, moins de fruits et moins de légumineuses. De ces études sont sortis des outils de prédiction du risque. Donc, on a confirmé que dans les risques principaux était le fait d'avoir quelqu'un de sa famille au 1er degré qui est cœliaque, d'être une petite fille et d'être homozygote HLA DQ2 DQ2. Ça, c'est le groupe à risque le plus élevé dans l'étude Prevent-CD et vous trouvez maintenant gratuitement en ligne un outil de prédiction. Vous rentrez le sexe de l'enfant, son typage HLA et le nombre d'antécédents dans la famille et vous obtenez une courbe de prédiction du risque sur les 6 premières années. Et dans une étude anglaise sur de très grandes bases de données nationales, plus de 20% de risque de devenir cœliaque si vous avez un des facteurs suivants, l'antécédent familial, un déficit en IgA, un syndrome de Turner ou un diabète de type 1. Donc, par rapport à la maladie cœliaque, postposer ou anticiper semble inutile, mais les profils à risque deviennent de mieux en mieux précisés. L'importance est peut-être plus sur la quantité, mais ceci devra être confirmé et surtout traduit dans quelque chose qui est applicable en clinique, parce que pour le moment, on ne sait pas très bien quelle quantité est permise et quelle quantité deviendrait toxique. Et même si le lait maternel ne prévient pas la maladie cœliaque, ça reste le meilleur aliment pour le nourrisson. Voilà, je voulais remercier les différentes personnes qui m'accompagnent depuis que je suis dans ce métier et qui ont eu l'occasion de travailler avec moi sur des projets dans l'allergie, dans la maladie cœliaque, dans les maladies inflammatoires. Et vous remercier pour votre attention. Vous rappelez que certains nourrissons sont moins doués que d'autres. Moi, je suis admiratrice de ce petit bébé qui mange aux baguettes avec rien qui sort de son bol, alors que celui-ci est un peu moins discipliné. Certains n'aiment pas trop ce qu'on leur propose et d'autres sont plutôt gourmands et contents. Comme vous l'avez compris, le lait maternel reste quelque chose qu'on veut soutenir à tout prix. Et on doit continuer à se questionner parce qu'on a beaucoup changé nos habitudes et nos recommandations. Et chaque fois, on se rend compte qu'on s'est un peu trompé. Donc, on doit rester humble aussi et ne pas hésiter à suivre ce qui se fait culturellement dans chaque famille parce que ça reste important à prendre en compte aussi. Je vous remercie. Merci. Alors, on commence par les questions de la salle. Patrice Cagny. Merci. Françoise, merci pour cette brillante lecture. J'ai 2 questions. La première correspond à cette implication potentielle des protéines. Et je me demandais dans quelle mesure ces études faisaient également référence à une interaction avec certains lipides. Donc, est-ce que c'est purement la source protéique utilisée qui pourrait être problématique ou une association éventuelle avec un choix alimentaire qui impliquerait certains lipides? Alors, ce qu'on a vu dans ces études-là, c'est notamment que s'il y a une anomalie avec les lipides, c'est plutôt qu'ils sont en défaut qu'en excès. Mais ces études n'ont pas été jusqu'à regarder quel type de lipides et si le profil lipidique était différent chez les enfants qui avaient plus de protéines ou moins de protéines. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les protéines à cet âge-là viennent encore principalement des produits laitiers. Peuvent être remplacés par la viande et les œufs.
mais reste quand même surtout lié aux produits laitiers. Et ce qu'on a montré dans des études animales par rapport aux lymphocytes T régulateurs du petit intestin, c'est que notamment les protéines du lait étaient mauvaises pour certaines choses. Et donc, on tend à prouver que c'est plutôt sans doute le type de protéines et l'excès de protéines en lui-même qui métaboliquement n'est pas favorable et qui favorise le fait qu'on stocke plus. Mais je ne sais pas répondre entièrement à ta question parce que ça n'a pas été regardé jusqu'au dernier détail. Merci. Et alors, l'autre question concerne les enfants greffés. Si j'ai bien compris, ces enfants donc, sont nourris la plupart du temps par une sonde. Et donc, il est difficile d'apporter un aliment solide. Est-ce que vous envisagez ou avez envisagé soit d'enrichir cette alimentation par des huiles contenant éventuellement des épitopes, des huiles d'arachide ou autres, et si ce n'est pas possible, est-ce que dans ces cas-là, l'allaitement maternel est d'office impossible ou a encore été maintenu, auquel cas certains épitopes protéiques de la maman pourraient peut-être aussi contribuer? Est-ce que ça a déjà été étudié dans ce sens-là? Donc ça n'a pas été étudié. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se mette tous ensemble pour faire des études prospectives parce que sinon on n'aura pas les chiffres nécessaires. Alors le lait maternel est donné, mais il est souvent enrichi ou complémenté parce que parfois il ne suffit pas chez ces enfants qui ont des besoins augmentés. Mais ce qu'on a montré chez les enfants sains, c'est que le lait maternel seul ne suffit pas, même si la maman consomme de l'arachide. Ça diminue le risque de devenir allergique, mais ça n'est pas aussi efficace que d'en donner à l'enfant à partir d'un certain âge. Donc, travailler à travers le lait maternel n'est pas une solution pour cette question-là, mais reste bien nutritionnellement et pour la maman si elle désire allaiter. Par contre, on réfléchit sérieusement, effectivement, à pouvoir introduire ne fût-ce que des petites quantités des aliments particulièrement allergisants, même par la bouche, en cadeau, entre guillemets, à côté des calories qu'on leur donne par la sonde avec le lait. Et on réfléchit à un projet européen à ce niveau-là pour obtenir des nombres d'enfants suffisants. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, je suis métabolicien de l'adulte. Je vois beaucoup d'obèses, beaucoup de diabétiques de type 2 obèses par ailleurs. Donc, je voulais prolonger la question de Patrice Cani concernant l'enrichissement en protéines. Est-ce qu'on a la moindre idée sur le plan mécanistique? Est-ce que, par exemple, ces enfants qui font un rebond parce qu'ils sont alimentés en protéines, est-ce qu'ils mangent plus par la suite? Donc, est-ce que c'est une stimulation de l'appétit finalement? Ou bien est-ce que c'est le stockage pour un apport calorique identique qui est amélioré? Est-ce qu'on a eu le temps? Est-ce qu'on a la possibilité de faire ce genre d'études? Ou bien même chez Animal, est-ce qu'il y a des modèles animaux qui permettraient de faire la distinction entre les deux? Donc pour l'instant, moi je n'ai rien lu qui réponde précisément à cette question-là. Maintenant, comme on sait que le même risque peut potentiellement exister aussi déjà in utero, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que déjà en fonction de l'apport de la maman, ça peut déjà impacter le nourrisson et sa vie ultérieure. On suspecte que c'est plus un effet direct sur le métabolisme en lui-même et la manière de stocker les aliments qu'on mange que sur le fait que ces enfants auraient plus d'excès ultérieurement. Maintenant, je n'ai pas vu d'études qui prouvent ou qui vont plus loin dans le mécanisme sous-jacent, mais on suspecte plutôt un problème de stockage et un problème d'épigénétique qu'un déséquilibre plus large de l'alimentation. Merci beaucoup, Françoise, pour la présentation tout à fait passionnante. Je reviens aussi finalement à ce problème des protéines. Je trouve qu'il est évidemment fascinant, surtout qu'on voit qu'il est dépendant du BMI. Et donc on se dit où est l'œuf et la poule un petit peu. Pourquoi est-ce que quand les BMI sont très élevés, tout à coup ces enfants décollent comme un avion d'un aéroport? Et donc moi j'avais deux questions par rapport à ça justement. C'est de se dire, est-ce qu'il faut dès lors modifier l'alimentation de ces enfants? Et quand on voit que les firmes de lait fabriquent des quantités invraisemblables, si j'ose dire, de lait pour toutes sortes de conditions particulières, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même envisager, vu l'importance de cette prise de poids et le pourcentage de ces enfants qui sont en excès, d'avoir pour les enfants avec BMI élevé des laits qui seraient moins riches en protéines? Ça, c'est une première question. Donc, je pense que la première partie de la question rejoint ce qu'on vient de dire, qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs de risque, notamment le BMI des parents, notamment ce que la maman a déjà mangé pendant la grossesse
Et c'est ce qui peut expliquer que cet excès de protéines a un effet différent chez l'enfant qui naît avec un BMI plus élevé. Par rapport au lait pour nourrissons, maintenant, il y a vraiment des recommandations très strictes et l'ensemble des laits premier âge, par exemple, est pauvre en protéines et ça a été étendu récemment au lait deuxième âge également. Donc, descendre en dessous de ça, par contre, n'a pas été démontré comme étant nécessaire ni efficace. Il suffit d'avoir un lait qui ressemble au lait maternel, entre guillemets. Et c'est le cas maintenant de l'ensemble des formules pour nourrissons qui sont bien faites, qui sont des laboratoires qui font correctement les choses. J'avais une question sur la maladie cœliaque, sur cette partie de la lecture. Il y a de plus en plus de diagnostics de maladie cœliaque chez des jeunes femmes qui n'ont aucune histoire de problème de côlon irritable pendant leur enfance. Et tout d'un coup, à 25 ans, à 30 ans, elles découvrent qu'elles ont une vraie maladie cœliaque. Est-ce qu'il y a des données pour comprendre cette situation? Donc, on pense que la maladie cœliaque est probablement là depuis plus longtemps, mais qu'effectivement, elles ne s'en plaignent pas. Donc, ce qu'on voit chez les adultes chez qui c'est diagnostiqué plus tardivement, c'est qu'ils ne se plaignaient de rien avant, mais une fois qu'ils commencent à manger sans gluten, ils voient quand même des différences, que ce soit au niveau de leur transit, au niveau de leur énergie, au niveau de leur santé en général. Donc, premièrement, certaines personnes ont un seuil de résistance assez élevé et donc peuvent ne pas s'en plaindre. Deuxièmement, peut-être que cette maladie peut apparaître plus tardivement chez certaines personnes et c'est clair que la population de côlon irritable est une population où on devrait toujours pratiquement rechercher la maladie cœliaque parce que dans les études qui ont été faites avec des screenings larges, dans la population tout venant, c'est environ 1% qui sont positifs et dans la population des côlons irritables, c'est au minimum 10% qui sont positifs, voire plus. Le problème, c'est que si on a déjà enlevé le gluten avant, on ne sait plus se fier à la prise de sang et donc il faut aller à la biopsie ou à d'autres analyses qui sont plus invasives et qui sont parfois faites de manière inutile. Alors, donc un des messages, c'est de toujours tester avant d'enlever le gluten. Oui, pour rebondir encore sur la maladie cœliaque aussi, c'est quand même une maladie effectivement extraordinairement fréquente, une personne sur 300, je pense, dans la population. Et on a fait d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, une évaluation au service de santé des étudiants de l'ULB qui ont accepté de participer, notamment sur le plan de la mesure des anticorps. On s'est rendu compte qu'il y avait exactement un étudiant sur 300 qui en était atteint. Et donc ma question était au fond de se dire que compte tenu de ces éléments et du fait qu'on trouve des femmes ou des hommes, mais plus de femmes, je pense, à la maladie cœliaque, qui se retrouvent parfois avec un poids inférieur, un peu d'anémie, etc., et dont on découvre une maladie cœliaque à 30 ou 40 ans parfois, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre la maladie cœliaque comme étant une maladie dont la mise en perspective par rapport à l'éducation du public devrait être beaucoup plus importante. Je veux dire que, par exemple, au niveau des écoles, au niveau de l'enseignement secondaire, est-ce qu'on ne devrait pas finalement souligner l'importance de cette maladie pour que les dépistages en soient peut-être plus fréquents? Je pense que 400 personnes par an, c'est quand même beaucoup en Belgique qui ont une maladie cœliaque. Sans doute qu'un nombre non négligeable n'est pas diagnostiqué en permanence. Et donc, quid de l'éducation par rapport à ça? Alors, l'éducation est importante, mais je pense qu'elle doit probablement plus passer par les médecins que par la population, parce que le gluten est déjà tellement à la mode que si on amplifie encore le risque qui y est lié, on va provoquer des catastrophes. Je pense par contre que les médecins ils soient encore mieux sensibilisés, ou les professionnels de santé dans leur ensemble, qui peuvent être amenés à un moment à donner un conseil, que ce soit les centres PSE ou les infirmières, les kinés, les pharmaciens. Ça, je pense que c'est certainement quelque chose d'utile. Le problème, il y a eu notamment dans les pays nordiques où la maladie cœliaque est encore plus fréquente que chez nous, des études de screening de masse. Le problème, c'est que chez l'enfant, ça marche assez bien parce que quand ils sont positifs dans l'enfance, ils sont très fortement positifs et on a montré dans une étude à laquelle on a participé au niveau de l'ESBIAN que si le taux d'anticorps est très très élevé dans le sang, on peut se passer de la biopsie. Par contre, chez l'adulte, souvent les taux d'anticorps sont nettement plus bas
Et donc, on est obligé de faire la biopsie, et ça veut dire qu'on va faire des biopsies beaucoup pour rien. Et ça, que ce soit au niveau des risques potentiels, c'est rare, mais il y a quand même toujours des complications, ou au niveau du coût pour la sécurité sociale, c'est quelque chose qui n'a pas un profil favorable. Donc, screener de manière trop large ne semble pas utile pour l'instant, mais mieux sensibiliser les professionnels de la santé, ça c'est important. Et surtout que l'un d'eux ne prescrive jamais un régime sans gluten avant d'avoir testé, ça c'est le deuxième message important. Il est peut-être temps maintenant de passer au monde digital. Eh bien, le monde digital n'a pas de questions pour l'instant, mais j'en ai une pour vous, professeur, si je peux me permettre. Est-ce qu'il y a un site de référence sur lequel les parents puissent vraiment trouver les vraies bonnes informations? Beaucoup de gens se font une religion au-delà de ce que le pédiatre conseille en allant sur Internet, en écoutant ce que les uns et les autres disent. Finalement, est-ce qu'il y a un endroit où on est certain de trouver la bonne info? Alors en Belgique, je dirais qu'a priori, c'est plutôt sur les sites de l'ONE ou de Kindengezin pour la partie flamande, où toutes les recommandations alimentaires du nourrisson se trouvent, sont détaillées, il y a des brochures qui existent, et pour moi, c'est la référence qui doit être suivie et qui est la plus facilement accessible pour les parents aussi. Je vous remercie.